Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo d'électrocinétique où je définirai les notions fondamentales pour pouvoir étudier des circuits, et dans une deuxième vidéo je vous proposerai l'étude de quelques exercices classiques. Alors qu'est-ce que le courant électrique? Le courant électrique, si je prends un corps conducteur, il est constitué d'électrons, donc les électrons sont ici, sont des électrons qui sont libres de se mouvoir, et donc si on applique une force électromotrice, ces électrons vont se déplacer dans le conducteur. On aura donc un flux d'électrons. On peut dire que les électrons, comme ce sont des charges électriques négatives, sous l'influence d'une force électrique, se déplaceront spontanément depuis les zones de bas potentiel vers les zones de haut potentiel. Alors si on souhaite quantifier les choses, il faut déterminer l'intensité du courant électrique, et il suffit de regarder ici une section à travers laquelle on va compter combien d'électrons passent pendant le temps de référence, qui est en physique et bien sûr la seconde. Alors, l'intensité du courant électrique, ce sera donc la charge totale divisée par le temps. Si le temps durant lequel je compte est un temps d'une seconde, imaginez que 10 milliards d'électrons traversent cette section en une seconde, alors chaque électron apporte en valeur absolue une charge de 1,6 10-19 coulombs, et la charge totale est donc une charge de 1,6 fois 10 exposant moins 9 coulombs. 1,6 fois 10 moins 9 coulombs par seconde, ça me donnera donc 1,6 10 moins 9 coulombs par seconde, et on a décidé d'appeler le coulomb par seconde l'ampère pour rendre hommage à André-Marie Ampère. Dans notre cas, l'intensité du courant électrique serait donc de 1,6 nanoampères. Sachez que ampère s'écrit comme ceci. Ceci, c'est le courant réel, et le courant réel, en fait, il n'y a que les physiciens qui s'y intéressent. Tous les autres, les électroniciens, les électriciens, parlent en courant conventionnel. Alors, quelle est la différence? C'est exactement l'inverse. Si le courant réel, ce sont des charges négatives réelles, qui sont des électrons, qui passent des bas potentiels vers les hauts potentiels, le courant conventionnel, ce sont des charges positives imaginaires, qui transporte exactement la même charge que le courant électrique, sauf que l'électron, sauf qu'elle est positive, et ces charges imaginaires positives vont passer des zones de haut potentiel vers les zones de bas potentiel. Mais c'est exactement la même chose sinon. À l'heure actuelle, bien que l'on sache que le courant est effectivement constitué d'électrons, on continue à considérer les courants conventionnels, je pense pour la raison suivante, étant donné que le courant électrique est une notion assez abstraite. Si on essaye de le comparer à des choses un peu plus concrètes comme de la mécanique ou de l'hydraulique, alors il est bon de considérer des charges positives qui passent des zones de haut potentiel vers des zones de bas potentiel, tout comme des masses ou de l'eau passera de la zone de haut potentiel gravifique à une zone de bas potentiel gravifique. Et donc si je souhaite avoir ici un déplacement de masse, alors pour que les masses se déplacent, il me faut absolument un dénivelé, et les masses vont naturellement passer des zones de haut potentiel gravifique vers les zones de bas potentiel gravifique. Pour avoir un écoulement d'eau, c'est la même histoire, il me faut un dénivelé ou dans un tuyau une différence de pression pour que l'eau s'écoule. Pour avoir un écoulement de charge, c'est-à-dire pour qu'il y ait un courant électrique, alors il faut absolument avoir une différence de potentiel électrique. Et ça, c'est vraiment fondamental. S'il n'y a pas de différence de potentiel électrique entre deux points, il ne peut pas y avoir de courant électrique. Ça, c'est vraiment très important à retenir. Alors si on souhaite que cet écoulement de masse, que cet écoulement d'eau, que cet écoulement de charge se fasse en continu, alors il faut faire intervenir une source d'énergie. Dès que la masse arrive ici au bas du pied de la montagne et qu'elle n'a plus d'énergie potentielle gravifique, il me faut une source d'énergie qui rende de l'énergie potentielle gravifique à la masse et qui la replace en position supérieure. Même histoire avec la masse d'eau qui arrive ici au pied, il faut la ramener, il faut une source d'énergie qui pompe cette eau et qui la ramène ici au point de haut potentiel. Et forcément, même histoire en électricité, quand la charge électrique arrive ici et qu'elle n'a plus d'énergie potentielle électrique, il faut une source qui lui rende cette énergie potentielle électrique et la replace ici dans le circuit. Et donc, on appellera en électricité une source force électromotrice, et on abrège souvent en disant une force électromotrice, comme étant un dispositif qui fournit une certaine quantité de travail ou une certaine quantité d'énergie à chaque unité de charge. On parle donc d'une quantité qui s'exprime en joules par coulomb, et le joule par coulomb, on sait que c'est le volt. Et donc, une source d'énergie, une source force électromotrice en électricité, c'est une source de tension qui s'exprime en volts. Donc c'est une pile ou un générateur électrique.
Qu'est-ce que la résistance électrique? Résister, ça veut dire freiner, ça veut dire dissiper l'énergie, ça veut dire transformer, dans le cas de l'énergie électrique, transformer l'énergie électrique en énergie thermique. C'est ce qu'on appelle, cette transformation, c'est ce qu'on appelle un effet Joule, parce que c'est James Prescott Joule qui a étudié cet effet-là. Alors la résistance, elle s'oppose au passage du courant électrique, et donc, pour qu'une charge électrique traverse une résistance, qui est modélisée par ce petit zigzag, pour qu'une charge électrique traverse une résistance, il faut absolument qu'un potentiel la pousse, et cette charge électrique va effectuer dans la résistance un travail résistif et va perdre une partie de son énergie. Donc si je prends une charge électrique qui part de la zone de haut potentiel qui est ici, qui s'en va ici dans du fil, elle traverse du fil, et si le fil est considéré comme étant un conducteur parfait, elle ne perd pas d'énergie. Elle arrive donc ici à l'entrée de la résistance avec la même énergie, c'est-à-dire 9 volts, c'est-à-dire 9 joules pour un coulomb. Quand la charge doit traverser cette première résistance, alors forcément elle doit effectuer un travail résistif, elle va dépenser de l'énergie, elle va donc perdre une certaine quantité d'énergie. Si les deux résistances sont les mêmes, bien forcément elle perd la même quantité d'énergie dans la première et dans la seconde résistance. La charge de 1 coulomb perd donc 4,5 joules et se retrouve ici à la sortie de la première résistance avec un potentiel de 9.4.5, c'est-à-dire 4,5 volts. Ce fil est à 4,5 volts puisqu'il ne dépense pas, la charge peut le traverser sans dépenser d'énergie. La charge arrive ensuite dans cette seconde résistance dans laquelle elle va perdre le reste de son énergie et revient ici sans énergie électrique, sans potentiel électrique. Elle repart vers le générateur et le travail de la source de force électromotrice sera donc de rendre une énergie potentielle électrique à la charge pour qu'elle puisse recommencer à nouveau son circuit. Le schéma de gauche est un schéma qui modélise un petit peu le circuit d'une charge. Le schéma de droite est plus officiel. On a la source de force électromotrice et on peut représenter la tension qu'elle fournit par un vecteur, où on met toujours la flèche du côté du haut potentiel. Alors ici, vous verrez souvent dans les bouquins, on met simplement U, il est plus exact de dire que c'est une différence de potentiel qui est donnée, donc delta Vg. La charge électrique va perdre une certaine quantité d'énergie dans la première résistance, et donc le potentiel est plus élevé ici que là, puisqu'on perd du potentiel, on perd de l'énergie, donc ceci s'appellera plutôt la chute de potentiel aux bornes de la première résistance, et ceci, ce sera la chute de potentiel aux bornes de la seconde. Ce point-ci est un potentiel plus élevé que celui-là. On met toujours la flèche du côté du haut potentiel. Comment évaluer la valeur d'une résistance? Eh bien, c'est assez simple. Plus le corps est long, plus la résistance est longue, et plus le travail que la force électromotrice devra faire est important, puisqu'il est directement proportionnel à la longueur, c'est logique. Cette résistance est inversement proportionnelle à la section, puisque plus la section est importante et plus il est facile de faire passer des charges. Et cette résistance dépend évidemment du matériau dont il est question, qui est caractérisé par la résistivité, qui est une valeur qu'on trouve dans des tables, et qui caractérise la façon dont un matériau plutôt qu'un autre s'oppose au passage du courant. Cette résistivité est donc propre au matériau considéré et s'exprime en ohms mètres. Et donc on aura la résistivité en ohms mètres fois la longueur du câble en mètres, divisé par la section en mètres au carré, puisque la section du conducteur est donnée par pi fois r carré, c'est bien exprimé en mètres carrés. Ceci s'en va avec ceci. L'unité de la résistance électrique est le ohm, qu'on note par un oméga majuscule. Alors sachez que dans certains cours, vous pourriez rencontrer la notion de conductivité qui parle de la même chose, sauf qu'elle la présente à l'inverse, la résistivité n'étant que l'inverse de la conductivité. Donc la conductivité c'est sigma égale 1 sur ρ, où ρ est la résistivité. Alors, en électricité, il est vraiment fondamental de comprendre la loi d'Ohm. Pour comprendre la loi d'Ohm, on peut faire appel à l'analogie du barrage électrique. Cette eau-ci est retenue avec une haute altitude, c'est-à-dire une grande énergie potentielle gravifique. Quand elle tombera, elle se retrouvera ici avec une petite énergie potentielle gravifique, une énergie potentielle gravifique plus faible en tout cas. Et donc, si je ferme toutes les vannes ici, donc si je ferme cette vanne-ci et que je retiens l'eau en hauteur, on a une réserve, un réservoir d'énergie potentielle gravifique. Et quand je veux bénéficier de cette énergie potentielle gravifique, il suffit d'ouvrir ici les vannes. Et quand on ouvre les vannes, on voit alors
un courant hydraulique qui s'écoule. En électricité, on peut faire l'analogie suivante et dire que la différence de dénivelé, c'est une différence de potentiel électrique entre deux points. Et si on a une différence de potentiel électrique entre deux points et qu'on permet le passage d'un courant électrique, alors on verra ici l'intensité du courant électrique. Alors, si on ferme toutes les vannes, ça veut dire que le barrage présente une résistance infinie au passage de l'eau. À l'inverse, plus on ouvrira des vannes, et moins le barrage résiste, s'oppose au passage de l'eau. Donc plus on ouvre des vannes, et plus la résistance diminue. Plus la résistance diminue, plus on ouvre des vannes, et plus on a des débits hydrauliques, et donc plus le débit total augmente. On se retrouve donc avec cette relation-ci, qui dit que plus, pour une différence de potentiel donnée, plus on ouvre les vannes, et c'est-à-dire plus la résistance diminue, plus l'intensité du courant sera importante. En électricité, on modélise cette loi d'Ohm par ce petit schéma. La résistance électrique, ce sera un petit bonhomme qui empêche le passage des charges électriques. Les charges électriques qui peuvent passer et qu'on compte, ce sont donc les ampères, c'est l'intensité du courant électrique. Et le petit bonhomme qui pousse les charges électriques, c'est lui qui fournit l'énergie nécessaire pour le passage des charges électriques. C'est donc la source de tension qui s'exprime en volts. Alors, l'intensité du courant électrique est donc donnée par cette relation. L'intensité du courant électrique est directement proportionnelle à la différence de potentiel électrique et inversement proportionnelle à la résistance. C'est important de remarquer que, du coup, cette loi, c'est simplement une relation mathématique linéaire qui s'exprime en maths comme ceci, y égale m fois x, sauf qu'on n'est pas en maths, on est en physique, et donc le long de l'ordonnée, c'est pas y, mais c'est l'intensité du courant électrique, je remplace donc y par i. Le long des abscisses, ce n'est pas x, mais c'est la différence de potentiel électrique, je remplace donc x par delta v. Voilà, et il me reste le coefficient angulaire, ici c'est la même chose que 1 sur r fois delta v, ce qui veut donc dire que I est égal à 1 sur R fois delta V, et que la pente, le coefficient angulaire de la droite, représente en fait l'inverse de la résistance. Alors, si je voulais un même courant électrique dans deux circuits avec des résistances différentes, imaginez que j'augmente la résistance, le facteur 1 sur R diminue, le coefficient angulaire est plus faible. J'aurai donc une droite avec un coefficient angulaire plus faible. Ici j'ai une résistance faible, ici j'ai une résistance plus élevée. Ce qui veut donc dire que dans les deux circuits, si je veux obtenir la même intensité de courant, pour une faible résistance, il me faudra une différence de potentiel faible, en tout cas plus faible, que pour obtenir la même intensité de courant électrique dans le cas d'un circuit avec une résistance électrique plus forte. Voilà donc ce que signifie cette relation, cette loi d'Ohm. Si je regarde le rythme auquel l'énergie est dépensée, on sait que la puissance, c'est l'énergie sur le temps. Ça vient de vos cours de mécanique. En électricité, on sait que si une charge électrique franchit une différence de potentiel grâce à une force électromotrice, alors elle voit son énergie potentielle varier. Autrement dit, l'énergie de la mécanique est remplacée par la variation d'énergie potentielle électrique. Au cours d'un certain temps, l'énergie potentielle électrique, c'est la charge fois la différence de potentiel, et donc du coup, on se retrouve ici avec la charge divisée par le temps, des coulombs par seconde qui sont les ampères, on reconnaît l'intensité électrique, et on tombe sur la loi de la puissance qui dit que la puissance électrique n'est rien d'autre que la différence de potentiel fois l'intensité du courant électrique. Alors, si je reprends la loi d'Ohm, qui me dit que delta V, c'est R fois I, dans cette première relation, si je remplace delta V par R fois I, j'aurai RI carré. J'obtiens donc cette seconde relation, ou à l'inverse, si j'exprime que I est donné par delta V sur R, j'aurai ici delta V sur R fois delta V, on se retrouvera avec delta V carré sur R. Donc si on souhaite exprimer dans un circuit électrique la puissance dissipée par un corps résistif, on pourra utiliser en fonction des données qui sont en notre possession, trois relations, delta V fois I, RI carré ou delta V carré sur R. Si on considère l'énergie totale dépensée par un appareil électrique de puissance donnée, la puissance s'exprime donc en watts, c'est-à-dire que c'est un débit d'énergie, donc un flux d'énergie consommé au cours du temps. Imaginez que j'utilise cet aspirateur un quart d'heure tous les jours,
et que je l'utilise tous les jours de l'année. Au total, sur une année, j'ai donc utilisé l'aspirateur pendant 91h,25, c'est-à-dire pendant 328 500 secondes. Puisque à chaque seconde d'utilisation d'un appareil dont la puissance est de 2400 watts, je consomme 2400 joules, ça veut dire que l'énergie totale sera donnée par la puissance multipliée par le temps. La puissance en watts, c'est-à-dire en joules par seconde, multipliée par un temps en secondes, je trouverai bien la quantité totale d'énergie qui a été dépensée, et je trouve une quantité d'énergie qui est donnée par 788 400 000 joules. Alors, cette quantité d'énergie paraît importante, mais en réalité, il n'y a pas grand monde qui sait ce que signifie une quantité de joules qui est donnée sous cette forme-ci. Et donc, du coup, comme les joules ne signifient pas grand-chose pour pas grand monde, on invente une nouvelle unité d'énergie qui est le kilowattheure. Alors, qu'est-ce qu'un kilowattheure? Si vous observez l'unité, ce n'est pas kilowatt par heure, il n'y a pas de slash, c'est bien 1 kilowatt fois une heure. Et 1 kilowatt, c'est 1000 watts, c'est-à-dire 1000 joules par seconde, et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc 1 kilowattheure, c'est juste une certaine quantité d'énergie de 3 600 000 joules. Donc 1 kilowattheure n'est rien d'autre que 3,6 mégajoules. C'est juste ça. Alors du coup, à quoi bon utiliser les kilowattheures? Eh bien parce que quand on utilise une certaine quantité de kilowattheures, c'est comme si on utilisait. On peut le comparer à l'utilisation d'un appareil électrique de 1000 watts pendant une heure. Et ça, c'est un petit peu plus parlant peut-être pour la consommation électrique dans les maisons. Et donc du coup, si on en revient au cas de l'aspirateur, il avait une puissance de 2400 watts. Si je veux des kilowattheures, il me faut bien exprimer des kilowatts multipliés par des heures. 2400 watts, c'est 2,4 kilowatts. Multiplié par, j'ai utilisé l'aspirateur pendant 91h25 au cours d'une année, ce qui veut dire que pour utiliser mon aspirateur toute une année, j'utilise 219 kWh. Ceci, c'est donc une grande quantité d'énergie en joules. Elle est un peu plus parlante, puisque c'est comme si j'avais utilisé un appareil de 1 kW, c'est-à-dire 2000 watts, pendant 219 heures. On peut maintenant passer à l'étude des circuits simples. Alors dans les circuits, il y a deux types de circuits, les circuits en série et les circuits en parallèle. Alors le premier dispositif, ce sont des circuits en série. Donc quand on a un circuit en série, les résistances sont à la suite les unes des autres. Donc les charges qui quittent le générateur n'ont pas le choix que d'entrer dans la première résistance et puis dans la seconde pour revenir à la zone de bas potentiel. Alors on va observer un coulomb qui quitte la borne de haut potentiel, et donc la borne de haut potentiel est à 9 volts, c'est-à-dire 9 joules pour ce coulomb-là. Donc ce coulomb possède une énergie de 9 joules qu'il ira dépenser à travers le circuit. Alors, quand ce coulomb arrive ici à l'entrée de la première résistance, il n'a pas encore rencontré de résistance électrique puisqu'on considère que le fil est un conducteur parfait et donc il n'a pas encore dû effectuer de travail résistif, il n'a pas perdu d'énergie. Donc bien évidemment, quand il arrive ici à l'entrée de R1, le coulomb possède toujours toute son énergie et ce point est à un potentiel de 9 volts. Quand il traverse la résistance électrique, il doit effectuer un travail résistif, il y a un effet joule, et donc il perd une certaine quantité d'énergie. Si on considère que les deux résistances sont équivalentes, le coulomb perdra la même quantité d'énergie dans chacune des deux résistances, c'est-à-dire 4,5 joules. 4,5 joules pour ce coulomb, ce qui veut donc dire qu'aux bornes de la résistance, il y aura une chute de potentiel de 4,5 volts. Tout ce fil-ci est à 9 volts, puisqu'il n'y a pas de perte d'énergie. La charge traverse la première résistance et perd 4,5 volts. Donc ici on a 9 moins 4,5, c'est-à-dire 4,5 volts. Tout ce fil ne présente pas de résistance et donc le fil reste à 4,5 volts. Et puis la charge traverse la deuxième résistance et perd le reste de son énergie, ce qui veut dire que quand le coulomb est ici, il est à 0 volts. Et tout ce fil ici de retour jusqu'au générateur, eh bien le coulomb ne perd pas d'énergie. Il arrive donc ici avec 0 volts également. Le travail de la source de force électromotrice, c'est de rendre les 9 volts au coulomb pour qu'il puisse recommencer le même trajet. Et donc la résistance équivalente, c'est quoi? La résistance équivalente, c'est comme si j'enfermais toutes les résistances du circuit dans une boîte noire, et c'est la résistance totale que verrait le générateur. Puisque le coulomb qui est envoyé par le générateur doit traverser obligatoirement les deux résistances, la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances. Tandis qu'au niveau des pertes d'énergie,
on donne 9 volts à dépenser aux charges qui s'en vont dans le circuit, et elles devront nécessairement les dépenser à travers les deux résistances rencontrées. Si la première résistance était beaucoup plus importante que la deuxième, au lieu d'avoir une chute de potentiel de 4,5 volts aux bornes de la première et de la seconde, on pourrait avoir par exemple 6 volts aux bornes de la première résistance, mais donc alors 3 volts aux bornes de la seconde. Si on s'intéresse maintenant au même circuit mais qu'on regarde le débit, ce coulomb traverse forcément la première résistance et la deuxième résistance. Si j'appelle IG l'intensité du courant qui quitte le générateur, I1 l'intensité du courant qui traverse R1 et I2 l'intensité du courant qui traverse R2, alors obligatoirement ces trois intensités de courant sont identiques parce que si I1 était plus petit que IG, cela signifierait qu'ici on a perdu des charges et ça n'est pas possible. Donc les trois courants sont forcément identiques. On a vu que la résistance équivalente vue par le générateur c'était la somme des deux résistances et si on emploie la loi d'Ohm qui dit que R c'est delta V sur I, alors la résistance équivalente c'est delta V aux bornes du générateur divisé par le courant qui quitte le générateur. R1, c'est la différence de potentiel qui existe aux bornes de cette résistance divisée par le courant qui la traverse, et de façon similaire, R2 égale delta V2 sur I2. Comme les trois courants sont identiques, on peut multiplier par I chacun des trois termes sans modifier l'égalité, et donc on se retrouve avec cette relation-ci qui avait déjà été découverte sur la dia précédente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un circuit en série, les courants restent identiques, les résistances s'additionnent, et les différences de potentiel s'additionnent également. Le deuxième type de circuit, c'est le circuit dit en parallèle ou en dérivation. On a une source de force électromotrice sur une branche parallèle avec une première résistance, sur une branche en parallèle avec une deuxième résistance. Si on observe deux coulomb cette fois-ci qui quittent le générateur avec une énergie de 9 volts, quand ils arrivent ici, au premier nœud, ceci c'est un nœud, ils n'ont pas encore perdu d'énergie puisqu'ils n'ont traversé que du fil. Ils n'ont pas perdu d'énergie, le potentiel est donc toujours de 9 volts. Je vais momentanément suspendre le chemin de le parcours de ce coulomb-ci et m'intéresser à celui-ci. Ce coulomb possède toujours 9 volts, il doit traverser la résistance, il doit lutter contre cette résistance et dépenser une quantité d'énergie. Il va dépenser toute son énergie à travers cette première résistance et la chute de potentiel est donc une chute de potentiel de 0 volts. Quand le coulomb sort de la résistance, il n'a plus d'énergie. Si je reprends ce deuxième coulomb qu'on avait arrêté et que je l'envoie dans R2, quand le coulomb entre dans R2, il n'a traversé que du fil, il est donc toujours à un potentiel de 9 volts. Il effectue un travail résistif dans R2, il dépense toute son énergie dans R2, quand il en sort, il est à 0 volts. Les deux coulombs se retrouvent sur ce deuxième nœud, et n'ont d'autre choix que d'emprunter la dernière branche ensemble, et donc sur cette dernière branche, on retrouve les deux coulombs, qui reviennent à la source de tension, et le job de cette source de force électromotrice sera donc de rendre l'énergie au coulomb pour qu'il recommence le même circuit. On voit directement que delta Vg est égal à delta V1 est égal à delta V2. En effet, si on donne 9 joules à un coulomb, il les dépensera soit intégralement dans R1, soit intégralement dans R2. Le même coulomb, la même charge, ne peut pas traverser à la fois R1 et R2. Si on regarde les débits, c'est-à-dire les intensités de courant, on a ici un courant total qui va se séparer en deux, donc le courant total c'est I générateur, qui se sépare en I1 et en I2. Et donc forcément, le courant total, IG, est égal à I1 plus I2. Ici, on récupère les deux intensités sur ce nœud-ci, et on récupère donc l'intensité totale. Avec la loi d'Ohm, qui dit que l'intensité, c'est delta V sur R, on peut écrire à partir de l'observation suivante, le courant qui quitte le générateur se scinde en I1 et en I2, on peut écrire cette relation-ci. Et comme on sait que delta V aux bornes du générateur est égal à delta V1 est égal à delta V2, on peut diviser chacun de ces termes par delta V, et on se retrouve avec cette relation-ci. Et donc, plus on ajoute des résistances dans un circuit en parallèle, et plus la résistance totale diminue. Si on réduit cette relation-ci au même dénominateur, on trouve cette deuxième relation qui permet de calculer la résistance équivalente, ce qui veut donc dire que si je voulais remplacer ces deux résistances-ci par une seule résistance, je devrais lui donner cette valeur-ci pour que la source de force électromotrice me fournisse la même intensité de courant.
Alors voilà pour les notions théoriques. Je vous dis à bientôt, puisque dans une prochaine vidéo, j'analyserai concrètement des circuits électriques relativement simples, mais avec des calculs en tout cas.